gadgets de la société moderne pourraient laisser penser que le lien fondamental qui nous unit à la nature, à des choses aussi vitales que l'eau pure, les sols fertiles, la biodiversité, l'énergie, les ressources minérales, que ce lien est rompu, que enfin nous pourrons nous affranchir de ces sujets tout à fait triviaux que sont la fertilité de nos champs, etc. Voilà. Donc cette question des matières premières minérales est une question qu'en Occident nous avons largement perdu de vue depuis 1980, depuis, ou mettons 90 plus précisément, avec la chute de l'URSS. Quelqu'un a écrit que c'était la fin de l'histoire et que c'était enfin l'avènement de la démocratie libérale où il suffisait de laisser faire la célèbre main invisible des marchés pour résoudre tous les problèmes d'une humanité qui allait s'avancer à l'unisson vers un avenir glorieux. Malheureusement, il suffit de regarder l'actualité quotidienne pour se rendre compte que c'est fort loin le cas et que cette humanité souffre toujours de profonds déséquilibres et de crises extrêmement graves. Il va falloir produire de plus en plus de matières premières, il va falloir sortir de plus en plus de matières premières de mines, il va falloir trouver de nouveaux gisements. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour certaines matières premières critiques nouvelles, Jack Lifton parlait du dysprosium, du néodyme, c'est des matières premières que nos arrière-grands-parents n'utilisaient pas. Nos arrière-arrière-grands-parents, début du XXe siècle, utilisaient du fer, un peu de cuivre, un peu de zinc, un peu de plomb, un tout petit peu d'aluminium, parce qu'on était au tout début de l'ère de l'aluminium, alors qu'aujourd'hui, dans n'importe quel téléphone mobile, vous avez environ entre 40 et 60 substances d'origine minérale, parfois en quantité infinitésimale, mais sans cette quantité infinitésimale, il n'existerait pas de téléphone mobile, il n'existerait pas d'ordinateur, il n'existerait pas toutes ces choses absolument merveilleuses dont nous bénéficions aujourd'hui. Et les taux de croissance de la demande sont absolument faramineux. Il y a tout un tas de métaux, certains très rares, hein, comme ça a été souligné par Jack Lifton, où aujourd'hui on a des taux de croissance de la demande mondiale de l'ordre de 8 à 10% par an. C'est absolument énorme. Même pour un métal plus conventionnel comme le cuivre, on est à un taux de croissance moyen au cours des 30 dernières années qui est de l'ordre de 2 à 2,5% par an. Ça veut dire que chaque année, il faut non seulement trouver de quoi produire 16 millions de tonnes de cuivre qu'on sort des mines, 20 millions de tonnes c'est avec le recyclage, donc il faut trouver renouveler les réserves, mais trouver 2,5% en plus. C'est un défi absolument gigantesque pour l'industrie minière, pour ceux qui font la recherche minière, parce que c'est très loin, c'est très compliqué de trouver des gisements, c'est encore plus compliqué de les mettre en exploitation. Sachez qu'en gros et en moyenne, pour 1000 projets d'exploration, il y a une mine qui est mise en production. Donc les défis sont absolument considérables et il faut y répondre. Je vais reprendre des termes qui sont de toute façon communément utilisés aussi bien par Didier Julien, Patrice Christman, Monsieur Cousigou, enfin. C'est vrai que depuis quelques temps, on a un peu l'habitude de dire un peu les mêmes choses ensemble. Parce que c'est un sujet qu'on pourrait presque qualifier d'émergent, mais en réalité, il ne l'est pas vraiment, puisque l'utilisation des métaux de matières stratégiques remonte quand même à bien avant l'Antiquité. Et donc, ça a changé aussi à la fois de nombreuses civilisations et de nombreuses guerres. Alors, pour faire simple, les métaux, ce sont des éléments chimiques. Il y a d'ailleurs plusieurs familles de métaux. Bon, peu importe après les définitions sur les pertes ou pas d'électrons, je ne sais quoi. Simplement, si vous voulez, bon, nous, en tant que ministère de la Défense, on va s'intéresser bien sûr à certaines familles de métaux, et on va trouver des métaux, on va dire, dans des minerais, pour faire simple, hein, je résume, parce que c'est plus pratique comme ça. Si on prend un exemple simple, le coltan n'est pas un métal, mais c'est un mélange, en fait. Enfin, on pourrait le qualifier de minerai, et donc au sein du coltan, on va retrouver différents produits, dont des métaux, comme le tantal, par exemple. Donc après, il y a la définition entre ce qui peut être stratégique et critique. Après, ce qui va définir un métal critique, ça va être plus en fait son caractère soit de rareté géologique, soit de rareté du fait de sa concentration dans une poignée de pays, voire un pays. Donc si on prend le rhénium, qui est un autre métal assez peu connu, donc c'est relativement plus difficile à trouver. On en trouve d'ailleurs donc au Chili. Et il a un caractère de forte criticité parce que les industriels américains de l'aéronautique militaire l'utilisent en fait pour faire des alliages pour en particulier les moteurs d'avions de combat, comme par exemple le F-22 Raptor ou le JSF F-35 qui sont des avions de Lockheed Martin. Bon, nous en France, nos motoristes, en particulier Safran, ont fait le choix de faire l'impasse sur la filière rhénium depuis longtemps en utilisant d'autres produits.
Donc pour nous, il n'y a ni caractère stratégique, ni caractère de criticité sur l'uranium, par exemple. Au-delà de ça, donc, vous avez des produits qui viennent du sol, mais qui ne sont pas des métaux, mais qui pour autant ont un caractère critique pour certains, comme par exemple le graphite. Et là, je relancerai sur M. Couzigou, puisqu'il y a une cartographie justement qui date de juillet 2010 de la Commission européenne et qui n'inclut pas que des métaux, justement. Et donc on peut aussi penser à la fluorine. Et puis il y a même, je crois, des réflexions sur une nouvelle cartographie où on intégrerait, semble-t-il, le caoutchouc, si j'ai bien suivi, non, dans les dernières discussions. Voilà, donc en fait, il faut bien définir en fait ce qu'est un métal. Bon là, je vous renvoie, si je puis dire, à la classification périodique des éléments, le tableau de Mendeleïev, avec encore une fois plusieurs familles de métaux. Les métaux, on les trouve donc dans des minerais. Et pour ce qui est de la caractère stratégique ou du caractère critique, en fait, tout dépend finalement de qui achète, qui utilise et où on trouve le métal ou le produit naturel, on va dire, et pour faire quoi. Il y a à peu près 5-6 ans maintenant, on a commencé à se poser la question sur les matières premières, qui n'était pas une question à la mode à l'époque. D'ailleurs, quand nous sommes venus avec l'idée d'adopter une stratégie communautaire, on était vraiment vus comme les dinosaures, ils veulent rouvrir les mines. Bon, le débat a un peu évolué depuis. Et dans le cadre de cette stratégie, on avait 3 priorités. Donc, l'accès aux matières premières à l'extérieur de l'Union dans les conditions équitables, l'accès aux matières premières dans l'Union dans les conditions équitables, soutenables aussi. Et une fois qu'on a les matières premières, l'utilisation efficace, le recyclage et éventuellement la substitution. Et puis, parallèlement à ces 3 piliers, on a développé ce qu'on appelait cette analyse de criticité avec la publication de la première liste de matières premières critiques pour l'Union européenne. Ça n'existait pas auparavant. Les Japonais l'avaient, les Américains en avaient et en ont toujours plusieurs en fonction des différents départements. On voulait attirer l'attention sur certaines matières premières. What do you think is the next most common metal used in this society after iron? Okay, I know you don't know. Okay. You'll be surprised, maybe. It's aluminum, or as you would say, aluminium, right? Okay. It's 50 some odd million tons produced a year. Then comes chrome at 25 million tons, not as metal, but as a chrome chemical. And then copper at 20 million tons. And I don't have time, and I'm not going to bore you to death with the next 96, but what I'm going to tell you is neodymium is produced in this world at 25,000 tons per year, and lead is produced, new lead each year, at 5 million tons per year. So what's wrong here? If neodymium is more common than lead, what's going on? What's going on is 2 things, geography and economics. Now, the problem here is that France, or the US, are big users, each one of us, of technology metals. I'll bet each one of you is good for 3 or 4 grams of neodymium in your your technological devices that advance you to the highest level of culture. Okay, the junk you carry, the players, the TV, all that stuff. Okay. China happens to be the principal producer of these materials because that's where nature or God put the stuff that we could get at. It's near the surface, it's in a form we sort of understand, and the good news is that they're mining iron like crazy, and these rare earths like neodymium are a byproduct of that. Now, the even better news is that through the most difficult, complex, expensive process, we know how to actually make neodymium metal. And it is murder because these particular metals, the rare earths, all present together all of the time. Any deposit has 15 of them. We can't use the mix. We need to separate them individually. But this is where God or nature has laughed at us. The chemistry of the 15 are so similar that they normally are always recovered together. So to separate them, you need a process that takes advantage of tiny differences between the metals, tiny differences. And that means if it's only a difference of 0.001%, for example, in the solubility of neodymium chloride as opposed to praseodymium chloride, how many times do you have to wash the material to concentrate it to 99%? The answer is hundreds or thousands, maybe millions. Look at geology. Yes, that's fine, wonderful. Look at geography.
and you're going to see the problem. When they don't match, you have a problem. When the people who don't use the technology have the source of it, what are you going to do? You have to be nice to them. But they're the same people you used to not be so nice to. What do? And it's very, very expensive to separate rare materials, the chemical properties of which only differ by a little tiny bit. It's also very difficult to do this when you don't have them. When, for example, the rare earths I'm talking about, the ones that are important, not all 15, just 5 or 6 are important, overwhelmingly, they're produced at about 100% in China today. This is about economics, not just a deposit, but economics. Je pense que nous, en France, nous avons un génie français dans le domaine des technologies, et si nous pouvons faire quelque chose dans le domaine des terres rares, moi je ne vais rien inventer, mais nous avons au moins 3 endroits, 3 secteurs dans lesquels nous pouvons être très bons. C'est d'une part tout ce qui est séparation, donc là je fais appel à la chimie. John en a rappelé l'historique, donc je ne vais pas le refaire. Il y a ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-conception. Bon, lorsqu'on a travaillé dans des métaux stratégiques, on sait très bien qu'on essaye d'en mettre le moins possible. Lorsque j'ai commencé à travailler dans la catalyseur auto, il y avait 25 grammes, environ entre 25 et 30 grammes de platine ou de palladium. Aujourd'hui, on en est à moins de 4. Ce que j'entends aujourd'hui, par exemple, sur l'énergie dite renouvelable, que moi j'appelle l'énergie climatique, parce que ça me semble beaucoup plus approprié. Je fais une énorme différence entre les métaux stratégiques qui vont être utilisés, par exemple, dans un barrage hydraulique, même s'il n'y en a pas beaucoup, et puis les métaux stratégiques qui vont être utilisés dans les panneaux solaires ou bien dans les éoliennes. Nous n'aurons jamais assez de... Là, je prends les terres rares, mais on aurait pu en prendre d'autres. Nous n'aurons jamais assez de terres rares pour produire toutes les éoliennes à entraînement direct à destination du offshore, compte tenu de tous les programmes qui existent aujourd'hui. J'en ai fait rapidement. J'ai fait un calcul que je me suis amusé je vais m'amuser à vous le lire, mais j'ai noté, je parle sous le contrôle de John qui connaît quelques quantités un peu mieux que moi, mais la production mondiale de néodyme aujourd'hui nous permettrait de fabriquer 233 gigawatts de capacité électrique. Bon, c'est énorme. Mais étant donné que dans un aimant permanent, entraînement direct, on met du néodyme, mais aussi du dysprosium, il y en a beaucoup moins. Donc le dysprosium limite tout de suite la quantité de gigawatts à, d'après mes calculs, 75. Cela signifie que on réserve l'intégralité de la production, par exemple ici, de dysprosium, à l'unique production d'éoliennes à entraînement direct. Donc, on n'utilise plus du tout ce métal, ou ce métalloïde plutôt, pour le téléphone, pour les PC, pour la voiture. Donc, on n'en produit plus. Donc, on met grosso modo, sans doute, 1 à 2 milliards de personnes au chômage. Mais quand on regarde cette capacité de production et que l'on met en face des programmes qui ont été... qui sont sur la table, moi je les ai notés, l'Union européenne, ou plutôt l'association des producteurs d'énergie éolienne, indique qu'en 2000, alors ils disent pas, c'est en 2030 ou 2040, on devrait installer 133 gigawatts d'énergie éolienne en Europe maritime. Donc face au chiffre que je viens de vous donner, ça fait 2 fois plus. Je me demande comment est-ce qu'on peut le faire. Et là-dedans, il y a un chiffre allemand qui est en permanence en train d'être de varier en ce moment, compte tenu du nouveau gouvernement qui pourrait être à lui tout seul de 100 gigawatts. Donc il me semble, et pour répondre à la question que vous m'avez posée au tout départ, et ensuite j'aurai terminé, que lorsque l'on a construit la Tour Eiffel, l'acier qui était utilisé a eu une contagion lente. C'est-à-dire qu'on a utilisé de l'acier ici, et l'utilisation de l'acier à grande échelle est en train de se terminer pour construire les villes chinoises. Donc il y a un siècle. En un siècle, on utilise l'acier.
En un siècle, on utilise le minerai de fer, le charbon. C'est une contagion assez lente. Le problème que nous rencontrons, et qui a déjà été indiqué tout à l'heure, c'est que tout d'un coup, tout le monde en veut pour tous et en même temps. Or, l'offre, c'est-à-dire la production minière, dans laquelle j'ai travaillé et dont je connais les réflexes, ne peut pas s'adapter aussi rapidement. Ce n'est pas possible. I often go to China and speak at gatherings like this. I admit not with Chinese government officials, ever. But they always ask me the same thing. They say, what's happening with strategic and critical metals in the West? They really don't have any idea. They are very insular. They're just now beginning to pay attention to the details of Western society. And I tell them, nothing much. And they say, what is the secret plan? What's the conspiracy of the West to screw us Chinese? I say, well, we have a top secret agenda. We are really wasteful, stupid people. And you think we're intelligent. And they all laugh at me. They say, oh, so you won't tell us. I said, I just told you the truth. Okay? Now, fortunately for me in China, something works for me that won't work in this room. I'm usually the oldest person in speaking. So if I say something ridiculous, it doesn't matter. I still get applause because, of course, you know, it's not etiquette is such that you had. I once had an argument with a Chinese scientist where I was clearly in the wrong. And at the end, I asked the interpreter, why wasn't everybody angry? He said, well, they can't disrespect you. As the senior man in the argument, you win. So I thought, well, that's their problem, isn't it? That's going to be a big problem for them. Look, we waste. I was in China 6 months ago looking at rare earth permanent magnets manufacturing. I was in the center of the material universe for rare earth permanent magnets, a city called Ganju, a town, only 4 million people. And this is where the center of all the mining and processing of the heavy rare earths occurs. And I was surprised at the enormous volumes of recycling of rare earth permanent magnets going on there, tens of thousands of tons. And they said to me, we notice you waste materials in the West. You throw them away. We can't afford it. And what the part of this that intrigued me was even they recognize limits on their production of things that they're the only ones who currently produce it. So this came about because I said to the man, by my calculation, you cannot be producing this many magnets because you don't have sufficient dysprosium. You don't produce it. And even when I add illegal material and the stuff you don't tell us about that you buy from Malaysia and Africa and all that, it doesn't add up. He said, of course not. We recycle all of our industrial waste, all of our process waste. We grab every bit of it now because otherwise we wouldn't be able to survive. So I'm just telling you something. If they are already recycling because they can't produce sufficient new material, what does that mean for the geniuses in the West who haven't even begun production? It means we're in for a huge shortage, or that we simply surrender our industrial sword to them. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre être présent dans le débat et essayer de faire quelque chose et vivre en paix et sur le développement. Nous, ce qu'on essaye de faire vis-à-vis des pays tiers, on a plusieurs axes. Alors, en fonction des pays tiers, on a d'abord un dialogue, soit au niveau bilatéral, soit multilatéral. On parle avec les Chinois, on parle avec les Japonais, pour des raisons complètement différentes. Les Japonais étant quasiment dans la même situation que les Européens, même pire, si je dois dire, en termes de disponibilité de ressources. Mais on parle aussi aux Chinois pour leur expliquer, voilà ce qu'on fait. Essayer justement d'éviter ce langage de sourds qu'on a. Alors bon, effectivement, eux sont essentiellement intéressés à monter en gamme. Mais ce qui est compréhensible, ils n'ont pas vocation à nous exporter des matières premières et à nous laisser les transformer ad vitam aeternam. Ils ont aussi des intérêts légitimes. Le tout est de savoir comment on peut essayer de
de réglementer ça. Alors évidemment, organiser ça, ça veut dire respect des règles. On a quand même des règles qui organisent le commerce international, notamment l'OMC. Quand les Chinois avaient adopté des contingents sur les terres rares, et on a réagi en même temps avec les Américains et les Japonais. Pas parce qu'on voulait déclarer la guerre aux Chinois, simplement parce qu'ils nous disaient « nous avons des problèmes environnementaux avec les mines de terres rares », ce que nous reconnaissons, parce qu'il y avait énormément de mines de terres rares en Chine qui sont des mines illégales et exploitées dans des conditions invraisemblables. Mais ce que nous avions du mal à comprendre, c'est pourquoi le terre rare exploité en Chine polluait davantage quand la terre rare était exportée que quand elle était utilisée domestiquement. Donc là, évidemment, on avait un petit problème de compréhension. Et donc, on a lancé un cas qui était en fait le deuxième cas OMC contre la Chine. On a gagné le premier, le deuxième est toujours en cours, mais on a de bons espoirs. Le problème du court-termisme, sachez, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'industrie minérale ni des matières premières, qu'il faut environ une quinzaine d'années, voire parfois beaucoup plus, entre le moment où on a une idée géologique, là il pourrait y avoir un gisement, et le moment où on va éventuellement mettre en production ce gisement. Donc on est typiquement dans un temps très long. C'est un chiffre que j'ai entendu récemment dans une réunion entre les acteurs américains, japonais et européens, dans une de ces réunions que la Commission européenne organise maintenant régulièrement à Bruxelles et où on se retrouve entre différents acteurs de ces trois grands groupes. 18 ans pour l'innovation, c'est-à-dire entre le moment où un physicien, un chimiste a une idée brillante dans un coin de laboratoire quelque part sur la planète et le moment où cette découverte va se transformer en une production industrielle de grande série. Donc on est dans des temps très très longs. Or, le problème de nos sociétés, et notamment de nos sociétés occidentales, c'est qu'on est complètement obnubilé par les analystes financiers. J'ai tout le respect pour les traders et autres acteurs de la finance. Ils jouent un rôle socialement et sociétalement très important, mais il ne faut pas en abuser. On est dans un monde où beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, du fait de la dictature des analystes financiers, raisonnent à l'échelle du prochain rapport trimestriel. Parce qu'il s'agit de montrer au prochain rapport trimestriel qu'on est très bon et qu'on a créé de la valeur pour l'actionnaire, quitte à sacrifier toute perspective de développement à long terme. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs des marchés ne vous achètent pas des promesses à l'horizon de 15 ans ou 18 ans. Ils veulent des résultats, ils veulent du cash, et vite. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe. Et c'est aussi peut-être une différence fondamentale entre nos sociétés occidentales et l'Asie. Il est quand même remarquable de constater qu'en Asie, ça a commencé avec le Japon, puis Singapour, parce qu'on parle beaucoup de la Chine aujourd'hui, puis on oublie complètement de regarder l'histoire du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, de Singapour, ville-État qui était une espèce de ville chinoise crapoteuse dans les années 50 et qui aujourd'hui est devenue un phare du modernisme, de l'innovation et un des endroits les plus dynamiques de la planète. Bon, après il y a la Chine, mais tout ça, la Corée du Sud, sur le même modèle, sont des pays relativement pauvres, voire très pauvres en matières premières, qui ont su, organiser, investir l'argent public dans la prise de contrôle de filières complètes de matières premières, depuis la mine jusqu'à la transformation. Le Japon n'a pas de mine métallique, mais il a des groupes métallurgiques et toute l'industrie aval qui va avec, extrêmement puissant. Le Japon, qui est un pays dont le taux d'endettement public est aujourd'hui plus du double de celui de la France ou des États-Unis, de l'Allemagne, etc. On est, je crois, à 240% du PIB. Le Japon, l'État japonais consacre chaque année plusieurs centaines de millions de dollars d'argent public pour investir à travers une agence qui s'appelle JOGMEC, Japan Oil, Gas and Mineral Exploration Corporation, dans l'exploration à travers le monde. Donc nos amis japonais vont voir des sociétés qui font de l'exploration minière, proposent d'apporter du savoir-faire japonais, et en cas de succès, ça donne un droit de participation à des Mitsubishi, à des Toyota, etc. Quand est-ce que nous, en Europe, nous nous organisons de la même façon? Et là, je dis en Europe, parce qu'on n'est pas en mesure, je ne pense pas que l'échelle de raisonnement pertinente soit la France ou l'Allemagne ou aucun de nos États membres. Nous sommes tous individuellement trop petits, mais je pense qu'au niveau européen, ça fait un sens profond. Je ne crois guère à la coopération internationale sur ces sujets-là, en tout cas sur nos sujets à nous.
Je ne dis pas pour des sujets moins conflictuels dans d'autres secteurs industriels, mais il est extrêmement difficile pour un industriel français, par exemple de notre univers à nous, de la défense, que ce soit chez EADS, chez Thales, pourtant même qui sont des groupes multinationaux. EADS n'est pas une entreprise à proprement parler française, ni même Thales, mais dans nos activités qui sont nos activités de souveraineté, en fait, il est évident que nos chercheurs, nos ingénieurs, nos industriels ont les plus grandes difficultés, et c'est légitime, et c'est vrai aussi pour nous, ministère de la Défense, à discuter même avec nos voisins. Lorsque vous regardez par exemple dont nous avons besoin aujourd'hui dans les avions de combat, dans les hélicoptères, dans les missiles, de quels métaux nous avons besoin, de quelles matières en fait, il est clair que nous avons besoin d'établir une cartographie parce qu'il y a certains en fait, produits qui ont besoin de métaux non substituables. Nous n'avons pas de substitution en fait. N'oubliez jamais qu'un mineur, avant tout, il veut vendre sa production. N'est-ce pas? Que ce soit un métal stratégique ou pas, il faut qu'il ait un client en face de lui. Le point nouveau, c'est que la Chine trouve son client chez ses clients chez eux, ou chez elle, excusez-moi. Elle trouve ses clients chez elle. Et ça, c'est le point nouveau. Ses clients pour les terres rares ou d'autres métaux sont avant tout des industries chinoises. Reste à savoir si elles produiront en intégralité pour le marché intérieur ou pour l'exportation. Et ça, c'est la question cruciale. Beaucoup de gisements, pas tous, de terres rares comportent du thorium qui est un matériau naturellement radioactif de faible à moyenne activité, c'est un émetteur alpha. Oui, il y a des problèmes importants d'environnement en Chine liés à la production et à la transformation des terres rares. Il y a maintenant des articles scientifiques par des auteurs chinois résidant en Chine sur le sujet. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais ça commence à être bien documenté. Les autorités chinoises sont conscientes du problème. Et ça pose toute la question des énergies dites vertes et renouvelables en Europe, parce que quand on voit une éolienne, on ne se rend pas nécessairement compte qu'il y a un impact environnemental bien réel, quelque part à travers la planète, lié à la production d'énergie renouvelable. Maintenant, il y a quelques estimations qui existent. Si vous regardez sur Internet, il y a Jack Lifton, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux des terres rares, qui peut vous le dire. Et puis, il y a aussi Dudley Kingsnorth, qui est un peu un homologue de Jack Lifton, qui est un Australien, et qui a publié des analyses sur les consommations de terres rares. Et en gros, en Europe, on doit être à entre 4 et 6% selon les terres rares de la consommation réelle mondiale. We keep talking about, obviously the state is concerned with your personal security from outside influences, so that's called the military. So when the military says, hey, we need rare earth permanent magnets so that the elevators on the tails of our fighter planes go back and forth, okay, then it is important. The Committee of Defense, the military, they get involved. We have to have this stuff. You're all missing the point entirely. The demand by the world military for rare earths is perhaps 1% maximum. The industry you are destroying by not securing supply is consumer industry. Your cell phone, your television, the motors that turn the pump in your bathroom, okay? This is what you're going to miss out on. Don't think that military need for rare earths is important. It is not. What about for the automotive industry? Well, the global demand for magnets for the automotive industry is 40,000 tons a year. That's the biggest demand there is, because in an automobile, saving weight equals fuel efficiency. It doesn't make any difference if we ever have electric cars. In fact, the automobile industry doesn't want electric cars, but not why you think. Because a typical car in this internal combustion powered vehicle in this world uses half a kilo, 1 pound of rare earths, of which 63% is neodymium, 13% is dysprosium. Every vehicle. The world fleet is today 800 million such. We're going to build nearly 100 million cars in 2016. This is a huge demand. And since the vehicle has a life of 9 or 10 years, it means it's
out of circulation, the metal is removed for 9 or 10 years. This is the real rare earth crisis, industrial demand, not military. It's very unlikely there'll be any substitutes for the rare metals we're using today. You need to understand that, for example, rare earth permanent magnet. The question was not so much on substitutes, then are we to develop refineries here at home? Right. I'm sorry. The answer, therefore, is yes. Now, the problem, the very simple problem. If you build a traditional refinery, for example, for rare earths, you have already in France the world's finest. Raise your hand if you know what I'm talking about, that France has the world's largest rare earth refinery. Okay, fine. So you know. So the point is, for those who don't know, maybe you can quote it. There are more people in this room that know that than in all of the United States. Okay, that is not a joke. We never discuss La Rochelle. We never discuss Solvay, formerly Rhodia. Okay, there for 44 years, every day has been running the world's largest complete rare earth separation high purification plant for 44 years. Nobody pays attention to it, except the Chinese. Okay, now, if you're going to build another plant in France, you're going to build a heavy rare earth separation plant. I'm not going to bore you by talking detail. I'm just telling you that's where you need another operation. Do you know that the United States Customs Bureau counts France as the largest source of American rare earths? Not China, not other. Why? Because all the processed stuff comes in through La Rochelle. So they always look, where's the last stamp on the customs declaration? Ah, France. Okay, France is the source. Qui a des stocks stratégiques aujourd'hui dans le monde? Alors je les note, les USA, la Chine, le Japon, la Corée. Comment est-ce qu'ils stockent? D'une manière dynamique, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas du cuivre pour 50 ans, ni de l'aluminium pour 30 ans, ni de l'or, ni de platine. Non. Ils stockent et en l'espace de 2 à 3 ans, ils déstockent. Ils vendent. Pourquoi? Parce que eux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils achètent, eux, parce qu'ils ont une manière dynamique, lorsque les prix sont bas. Ils ont acheté beaucoup de cuivre l'année dernière, parce que les prix, ils considéraient qu'ils étaient bas. Ils vont le déstocker en le rendant à leur industrie. Mais à quel prix est-ce qu'ils le revendent? Je vous pose la question. Ils ne le cèdent pas au prix auquel ils l'ont acheté. C'est un stock stratégique qui fait des bénéfices. Parce qu'il est géré d'une manière dynamique, comme une industrie. À partir du moment où vous avez des pays qui commencent à avoir des politiques, on va dire, un peu agressives, y compris les Américains, d'ailleurs, entre parenthèses sur la question qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on ne peut pas rester passifs. Ce que nous demande le gouvernement, quelle que soit son orientation politique, c'est au ministère de la Défense de prévoir les éventuels risques. Et les risques, malheureusement, ils existent aussi. Le recyclage des produits grand public. Il y a quelques années, je parlais avec le leader du recyclage des pots catalytiques usagés automobiles aux États-Unis, et il me disait qu'il était surpris par le taux de recyclage. Il n'arrivait pas à dépasser les 50%. C'est-à-dire qu'une voiture sur deux voyait son pot être recyclé, pas plus. Le pot qui n'était pas recyclé finissait dans une décharge quelque part et malheureusement n'était jamais trouvé. Et il me disait, pourtant, nous, aux États-Unis, nous sommes tout de même bien plus astucieux que vous, parce que nous avons une incitation économique, alors que vous avez une incitation politique à l'intérieur de l'Union européenne. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'aux États-Unis, quelqu'un qui souhaite recycler son pot catalytique peut aller le vendre chez un ferrailleur. Ça existe. Et puis surtout, les gens en sont conscients. Tandis qu'ici, on nous oblige à recycler, et il n'est pas à tous les coups possible que l'automobiliste qui recycle son pot catalytique en reçoive 100 ou 200 euros. Donc, vous voyez, il y avait cette incitation économique aux États-Unis qui, lui semblait-il, était bien supérieure à la nôtre. Pour la partie technologique, vous avez tous un ordinateur portable comme celui-ci, un ordinateur portable, oui, un téléphone ou ordinateur portable, et l'indium qui est sur votre écran, qui vous permet de faire le contact, la couche d'indium oxyde d'étain qui se trouve là-dessus est en nano, je ne sais plus combien d'ailleurs, hein. Mais
On ne sait pas la recycler. J'en parlais avec les gens qui le fabriquent un jour, ils me disent bah non, aujourd'hui on ne sait pas recycler. Donc ce qu'on fait pour le recycler, c'est qu'on met la plaque de verre dans le four du verrier et l'indium part en fumée. Et pareil pour certains alliages à l'intérieur de ce que disait tout à l'heure Patrick, c'est-à-dire qu'on cherche à miniaturiser. C'est ça quand même l'objectif. On cherche à miniaturiser pour que ce soit plus léger. Donc on utilise des métaux stratégiques qui permettent de miniaturiser. Mais c'est tellement petit, c'est tellement fin, où les alliages sont tellement complexes qu'on sait fabriquer, mais on ne sait pas parfois recycler à l'heure actuelle. Mais il n'est pas interdit de penser qu'avec les progrès que l'on va faire, là encore, dans la technique de la séparation des matériaux, qu'un jour on pourra recycler tout ça. Je reviens sur le recyclage des pots catalytiques. Sachez que aux États-Unis, et peut-être aussi en Europe maintenant, le recyclage se faisait comment? Un type collecte les pots catalytiques, les met dans un conteneur et l'envoie où ce pot catalytique? Direction Johannesburg. Et le pot catalytique finit dans le four du mineur de platine. Parce qu'on ne savait pas faire autrement, tout simplement. Donc, pour recycler une partie des éléments qui sont je crois que c'est 54 métaux critiques qui sont dans un téléphone, 52, je ne sais plus combien. Je vous avoue, même aujourd'hui, je ne sais pas combien de grammes est-ce qu'on s'est recyclé. Variscan a déposé une série de permis en France. Nous en avons déposé 8 en ce moment. Donc les 2 premiers sont sortis, un dans la Sarthe et l'autre dans le Maine-et-Loire. Le premier concerne le cuivre avec de l'or associé, dans le cadre d'un amas, qui est ce qu'on appelle un amas sulfuré, qui est en fait le modèle fossile de dépôt qu'on est en train d'examiner maintenant en milieu sous-marin. L'autre sujet est un sujet or, sous le village de Saint-Pierre et Montlimar, enfin centré sur une vieille mine qui était sous un village. Vous avez touché quelques mots tout à l'heure. On a un bon espoir sur ce gisement parce que le contexte géologique est extrêmement favorable. L'abandon de la mine dans les années 50 s'est fait par manque de moyens technologiques. Donc il y a, je dirais, toutes les probabilités pour que l'objet géologique continue, à la fois en profondeur et en extension. Simplement, il était extrêmement difficile à l'époque de savoir où il aurait pu continuer, et donc la mine a fermé sans possibilité de se développer. Les autres, alors là, il s'agit d'un sujet or, donc on est un petit peu loin des substances stratégiques. Par contre, nous avons déposé pas mal de projets. En fait, il y a 4 projets qui vont tourner autour de l'étain et du tungstène. Et c'est probablement sur ces 2 métaux que le sous-sol, je dirais, français est le plus prometteur. On est à ce niveau-là pour ces substances, je dirais, en termes de potentiel, de métallogénie, sur un rang mondial, peut-être pas le premier, mais si ce n'est pas le premier, c'est le second. On est de cet ordre-là. Alors il faut déborder un petit peu le cadre de la France, hein. Il faut regarder aussi chez nos amis espagnols et portugais. Mais cette zone-là est probablement la zone la plus riche potentiellement au niveau mondial. Alors avec ces métaux-là, l'étain et le tungstène, viennent également d'autres métaux dont on a parlé ce matin, les fameux métaux technologiques, donc indium, germanium, gallium, niobium, tantal, etc. Les métaux critiques ou les métaux stratégiques dont nous parlons, parfois, n'existent pas dans la nature sous la forme d'une mine. Il n'y a pas de mine d'indium, par exemple. Il n'y a pas de mine de germanium. Il n'y a pas de mine de... Voilà. Ce sont des métaux qui viennent avec un métal majeur. Donc, vous avez une mine de zinc, une mine de plomb, et si vous êtes chanceux, avec ce métal majeur viendront des métaux mineurs qu'on appelle les métaux stratégiques. Et alors, la chose essentielle qu'il faut bien comprendre, c'est que si il n'est pas économique de produire du plomb, on ne va pas produire les petits métaux. Si tous les usages de plomb ont été abandonnés, pour des raisons diverses, on ne va pas produire des petits métaux à partir de cette mine de plomb. Parfois, on se dit, mais bon, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une mine de germanium? Il n'y a pas de mine de germanium, tout simplement. Et vous voyez qu'il y a, à tous les coups, c'est un coup de billard à 3 bandes. Hein. Je vais faire du plomb, je vais faire du cuivre. Bon. Dans le cuivre, je vais trouver du molybdène, et dans le molybdène, je vais trouver du rhénium. Mais si le cuivre n'est pas économique, je fais comment pour trouver mon rhénium? Je ne peux pas. Actually, I've come to a realization here. You need to think of something.
It's not the metals that are strategic, it's the situation. If France wants to continue as a great industrial power with a large military, with electric lights that are powered by French-produced electricity, you must solve this problem. Otherwise, you will become an appendage of other nations, dependent on them for your power, for your light, for your devices, motor cars. This is, you know, I'm an American, and I read newspapers constantly from all over the world, and I note that France considers itself in an existential crisis. Will France, as we know it today, continue? If you don't solve the strategic raw material problem, the answer is no. The problem is, and I agree with the previous, globalization didn't work for you. It didn't work for the US, by the way. We are now back to regionalization. If French culture, to me, one of the world's, maybe the best in the world, where's it going? As a friend of mine used to say to me, is France going to become a giant Disneyland, a theme park of history? Or is it going to continue as a great nation? I don't know, but I'll tell you what, you'd better solve this problem, because if you're, as the poet said, if you're dependent on the kindness of strangers for your raw materials, be careful, because when that stranger needs it for himself, he won't be such a friend of yours. Je suis scandalisé à titre de citoyen qu'en France, nous n'ayons pas des règles qui font qu'un téléphone mobile, quand vous l'achetez, vous payez une consigne de 20 € par exemple, et quand vous avez votre téléphone en fin de vie, vous récupérez vos 20 € parce que vous allez les mettre en entrée d'une collecte, d'une filière de collecte. Donc il y a un problème sur la politique même au niveau de la collecte. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de réflexion globale s'il n'y a pas de stratégie industrielle. Et en aval et en amont, ça a été dit, avec des affluents et des confluents de production, de la formation, jusqu'au recyclage. Et de ce point de vue, une ambition industrielle, ça coûte. Ça coûte pour le public, comme ça coûte pour le privé. Et de ce point de vue, je renvoie tout le monde à ses responsabilités, le public comme le privé. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas continuer à réduire en permanence le périmètre d'intervention de l'État, y compris dans le domaine industriel. Et quelqu'un a rappelé tout à l'heure, à mon avis utilement, ce que les Japonais faisaient, y compris au prix d'un certain endettement, mais il n'y a pas que de la mauvaise dette. Car parier sur l'avenir, ce n'est pas simplement se payer de mots. Parier sur l'avenir, ça veut dire investir. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que, du point de vue européen, je parle au moins pour ce qui me concerne, ce qui nous concerne dans notre environnement immédiat, ce dogme du zéro investissement ou presque, parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on ne peut pas, parce que les deniers publics, bon bref, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne rentre pas, car ça nous renverrait d'autres débats, pose un problème. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça en pose un. Et du point de vue privé, c'est pareil. Car lorsque vous avez des entreprises qui ont des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt ceci, des crédits d'impôt cela, la question c'est de savoir qu'est-ce que ces masses financières énormes, 10, 20, 30, 40 milliards au total, deviennent. Est-ce qu'elles sont réinvesties dans les énergies de demain? Est-ce qu'elles sont réinvesties dans l'économie circulaire? Est-ce qu'elles sont réinvesties dans l'information? Est-ce qu'elles sont réinvesties, y compris dans d'autres secteurs? Bon, ce sont des discussions qui mériteraient d'être posées, parce que sinon, on a soit le risque d'être pris dans un dogme, et une seule vérité n'est jamais bonne, ni à dire, ni à appliquer, ni, ou alors dans le cercle des spécialistes entre eux. Or, c'est jamais bon que d'être dessaisi, politiquement j'entends, en tant que citoyen, de questions aussi stratégiques par des seuls spécialistes. Il ne peut pas y avoir sur des sujets comme ceci de dépossession citoyenne, or ça fait trop longtemps que c'est le cas. Comment être présent dans les filières sans que nous en ayons les gisements, en quelque sorte, hein, et comment éviter une guerre? Ça, c'était le point de départ. Nous avons commencé à répondre en parlant de production. Un producteur doit vendre, et le problème est que si la production est réservée aux pays producteurs, pour sa propre industrie et ses propres consommateurs, nous avons là le début du problème. Et puis, j'ai indiqué que les métaux rares et les métaux abondants, ce n'est pas une classification qui est si simple. Un métal rare peut devenir un métal très abondant à partir du moment où on le travaille, c'est-à-dire à partir du moment où on met en place
une politique, comme vous le disiez à l'instant, qui va de l'industrie, de l'exploration, de la production, de la filière donc métallo-minière, des stocks privés ou stocks publics, suivant que dans certains pays, du négoce, parce que le négoce est là encore utile pour sourcer des métaux rares ou des métaux physiques, des métaux stratégiques lorsqu'on n'en trouve plus. Je vous parle d'expérience. Et puis ensuite, tout ce qui concerne la séparation des polymétalliques, l'éco-conception, le recyclage, sur lesquels nous, en France, nous avons certainement beaucoup d'atouts, parce que c'est avant tout des problèmes de matière grise. Et Dieu sait si nous sommes bons là-dedans. Après la production, nous avons la consommation. Le problème que nous rencontrons, c'est que tout le monde veut de ces métaux critiques ou stratégiques pour tout et en même temps. Et donc, l'offre de métal n'arrive pas à s'adapter à cette demande qui augmente de 8 à 10% par an, ce qui est quand même énorme comparé à d'autres matières premières. D'où l'intérêt de visualiser les risques économiques des différents acteurs. Et puis les risques d'approvisionnement, les risques pays, là encore le recyclage, de substitution et les problèmes environnementaux. Nous avons ensuite dit que l'économie circulaire ne résout pas le problème du point de départ. Lorsque l'on commence à utiliser des métaux stratégiques, il y a un point de départ. Donc avant que l'économie circulaire se mette en place, on ne sait pas quand est-ce que les éoliennes qui vont utiliser des terres rares devront être recyclées. Pour les panneaux solaires, on pensait que c'était 10 ans, 15 ans. On s'aperçoit qu'ils fonctionnent après 25 ans. Donc vous voyez que l'économie circulaire, c'est encore un point d'interrogation. Et puis, c'est aussi un point d'interrogation parce que recycler, c'est compliqué. Recycler des métaux qui sont en très faible quantité, en couche mince, ou des alliages que l'on a fabriqués, c'est compliqué et on ne sait pas encore exactement le faire. Il reste à prouver que, en dehors de la défense, eh bien, les coopérations, disons dans le domaine civil, eh bien, c'est possible. Personnellement, j'ai de plus en plus de doutes à ce sujet, parce que je pense beaucoup plus que c'est non pas une coopération, mais un rapport de force qui se met en place, et que ce rapport de force permettra les échanges. Aujourd'hui, le public, et c'est tout à fait exact, et c'est extrêmement important, le public doit se réapproprier ces questions. Aujourd'hui, si nous devions faire le projet du gaz de lac ou le parc nucléaire français, ce serait impossible. Ce serait littéralement impossible. L'opinion publique, aujourd'hui, ne le permettrait pas. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'histoire de ces mines, c'est pour ça que je vous ai interpellé tout à l'heure, c'est extrêmement important que vous, qui êtes la représentation nationale, donc, quelque part, vous me représentez moi aussi, même si je ne suis pas dans votre circonscription, il est très important que vous puissiez faire descendre ce message pour dire, c'est vrai qu'on a réussi un jour à exploiter les gaz de lac. Bon, peut-être qu'on n'a pas demandé l'avis des gens. Peut-être. On n'a peut-être pas demandé l'avis des gens non plus pour le parc nucléaire. Mais aujourd'hui, pour ces métaux stratégiques, il faut que nous vous demandions votre avis, et c'est un bien, et il faut que vous adhérez. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est tout le travail du politique, à mon avis. Et comme le disait tout à l'heure notre ami américain, pour nous, ce n'est plus la guerre, parce que la guerre, ce n'est plus une question sur la guerre. La guerre est déjà là. Le conflit est là. Le conflit, on ne le voit pas parfois, mais il est réellement là. Et donc, pour nous, c'est une question de survie. Merci.